Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la notion de Higher Order Function, qui signifie encore fonction d'ordre supérieur. Nous avons vu dans les chapitres précédents comment déterminer le type d'une fonction à partir de son type d'entrée et à partir des types des paramètres d'entrée et des types de paramètres de sortie. Alors, la notion de Higher Order Function, nous n'avons pas vu dans les fonctions que une fonction pouvait prendre en entrée une fonction ou une fonction pouvait donner en sortie une fonction. Nous avons vu que des fonctions prenaient en entrée plutôt des valeurs et en sortie des fonctions. Mais rappelez-vous, nous avons également dit que Haskell était un langage orienté fonctionnel. Les fonctions sont first citizen class, c'est-à-dire les fonctions occupent la première place dans Haskell. Ça veut dire quoi? Tout sous Haskell est considéré comme fonction. Donc, tout ce que nous appelons que valeurs simples sont également considérées comme des fonctions. Mais ici, nous allons voir des cas assez particuliers qui sont des fonctions qui prennent en entrée des paramètres et retournent des paramètres, qui sont des fonctions qui seront passées comme paramètres à d'autres fonctions. Donc, lorsqu'une fonction prend en entrée un paramètre qui est une fonction et retourne des valeurs ou des fonctions, alors ces fonctions-là sont appelées des fonctions d'ordre supérieur. Donc ici, nous avons quelques exemples. Nous avons là la fonction mapping 1 qui prend en entrée la fonction dont le type est déterminé par la fonction qui prend en entrée un paramètre de type A et donne en sortie un paramètre de type B. Le deuxième paramètre de notre fonction mapping 1, c'est une liste A, une liste dont les éléments sont de type A. Et nous retournons en sortie une liste dont les éléments sont de type B. Mapping 2 prend en entrée une fonction et retourne une fonction. La fonction que mapping 2 prend en entrée est une fonction qui prend en entrée un élément, un paramètre de type A et retourne un paramètre de type B. Alors que la fonction de sortie est une fonction qui prend en entrée une liste dont les éléments sont de type A et retourne en sortie une liste dont les éléments sont de type B. De même, filtering 1 est une fonction qui prend en entrée une fonction et retourne une fonction, une liste et retourne une liste. La fonction est une fonction qu'on appelle généralement le prédicat. Donc, prend en entrée un élément de type A et retourne un booléen. De même, la fonction filtering, ici il y a erreur, on devrait mettre filtering 2. C'est une fonction qui prend en entrée une fonction et retourne une fonction. Ces fonctions-ci sont des fonctions d'ordre supérieur parce que ces fonctions prennent en entrée des fonctions qui ne sont pas des fonctions particulières. Les fonctions particulières, je veux parler des fonctions qui sont, je vais dire comme ça, des constantes. Le zipping with est également une fonction d'ordre supérieur. Elle prend en entrée une fonction, une liste dont les éléments sont de type A, une deuxième liste dont les éléments sont de type B et ressort une liste dont les éléments sont de type C. Sachant que la fonction qu'elle prend en premier paramètre est une fonction qui prend en entrée deux paramètres. Le premier paramètre de type A, le deuxième paramètre de type B et la sortie est de type C. Donc voilà quelques exemples de fonctions d'ordre supérieur. Donc ici nous retenons que une fonction d'ordre supérieur est une fonction qui prend en entrée des fonctions et retourne des fonctions.
Lorsqu'une fonction prend déjà en entrée une fonction, même si elle retourne une valeur, c'est une fonction d'ordre supérieur. Si elle ne prend en entrée que des valeurs et en retour sort une fonction, on a toujours une fonction d'ordre supérieur. Si en entrée on a des fonctions et en sortie on a des fonctions, on parle de fonctions d'ordre supérieur. Donc il suffit que soit en entrée, soit en sortie, on ait une fonction pour parler de fonctions d'ordre supérieur. Donc voilà, passons pour bien appréhender cette notion, il est nécessaire de comprendre un certain nombre de notions. Ces notions parlent essentiellement de l'associativité. Et c'est quoi l'associativité? Ici, nous introduisons la notion d'associativité pour vous faire comprendre bien la notion de fonction d'ordre supérieur sur Haskell. Alors, l'associativité, en fait, c'est ce principe-là qui consiste à regrouper avec des parenthèses les termes d'une expression écrite en ligne. Ici, je vais prendre cet exemple pour bien étayer ce que je veux expliquer. Nous avons ici là notre opérateur qui est le rang. Nous avons une écriture en ligne, une expression qui est écrite en ligne. Nous avons A, rang B, rang C, rang D. Pardon. Et nous voulons regrouper. Nous avons plusieurs manières de regrouper. Nous pouvons commencer à regrouper B et C dans la parenthèse, ou bien nous commençons à regrouper C et D, ou A et B, ainsi de suite. Donc, voilà, nous avons présenté ici deux regroupements. Nous avons commencé à regrouper par la gauche. Nous avons regroupé d'abord A et B. A et B ont formé donc un seul élément. Puis nous regroupons cet élément-là avec C et nous obtenons ce regroupement. Nous avons le deuxième regroupement. Nous commençons avec le même procédé, mais par la droite. Nous regroupons d'abord C et D, ce qui nous donne un élément. Nous continuons toujours par la droite, puis nous ajoutons B. Nous obtenons ce regroupement, qui est la deuxième option. Alors, ces deux regroupements sont appelés regroupements. Le premier est appelé regroupement à partir de la gauche, ce qu'on appelle left associativity. Et le deuxième regroupement est appelé right associativity, qui est le regroupement à partir de la droite. Alors, nous allons voir un exemple pour bien comprendre cette notion d'associativité à gauche et à droite. Alors, prenons par exemple l'opérateur moins. Dans notre rang devient l'opérateur moins. J'ai par exemple cette écriture en ligne qui est 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, normalement, comment ceci doit être regroupé? Nous savons que 1, moins 2, moins 3, moins 4 nous donne moins 8. Le regroupement a donc été fait à partir de la gauche. Lorsque nous regroupons à partir de la droite, nous obtenons plutôt moins 2, qui n'est pas le résultat de 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, nous disons donc que l'opérateur de soustraction est un opérateur qui admet l'associativité à gauche. C'est cette associativité qui nous donne le bon résultat. Nous avons en deuxième position l'opérateur de préfixation sur une liste. Nous préfixons un élément à une liste, qui est l'opérateur qu'on appelle généralement cons. Alors, pour cet opérateur, le regroupement s'effectue plutôt à partir de la droite. On l'appelle right associativity. On dit que cet opérateur est right associativity. Alors voilà. Si nous donnons la liste 1, 2, 3, 4, ou bien cette écriture, qui est en réalité la liste 1, 2, 3, 4,
Alors, voici comment cette écriture est regroupée avec les parenthèses. Demain, nous avons cet opérateur qui est le constructeur de type de fonction. Cet opérateur constructeur de type de fonction nous permet également de faire un regroupement, mais plutôt un regroupement à partir de la droite. Alors, c'est cet opérateur constructeur de type de fonction qui nous permettra de faire ce qu'on appelle le currying. Alors, le currying, c'est quoi? C'est prendre une fonction, faire le regroupement. Prendre le type d'une fonction, si vous vous rappelez bien, si c'est le type d'une fonction, et le transformer en une fonction d'ordre supérieur, c'est-à-dire une fonction qui prend en entrée des valeurs ou des fonctions et retourne une fonction. Et retourne des fonctions ou des valeurs. Donc voilà quelques exemples de regroupement ou bien d'associativité. Nous allons maintenant voir la notion de currying. Donc, comme je le disais tantôt, à la base, comment Haskell travaille? Haskell, dans sa forme native, ne connaît que les fonctions qui prennent en entrée un seul paramètre et retournent un autre paramètre. Alors, comment est-ce que Haskell fait pour traiter les fonctions à plusieurs paramètres? Lorsque Haskell a affaire aux fonctions à plusieurs paramètres, alors Haskell applique la notion d'associativité. Ici, comme les types de fonctions utilisent plutôt le constructeur de fonctions, alors Haskell utilise l'associativité à droite, c'est-à-dire le regroupement à droite. Nous avons par exemple cette fonction qui est une fonction qui prend entre deux paramètres A et B et retourne de type A et de type B et retourne un paramètre de type C. Alors cette fonction pourrait être réécrite comme ceci. Et comment ceci se lit? F est une fonction qui prend en entrée un paramètre de type A et retourne une fonction. La fonction retournée est une fonction qui prend en entrée un paramètre de type B et retourne un paramètre de type C. Alors ici, nous avons transformé cette fonction qui prend en entrée deux paramètres en une fonction qui prend en entrée un paramètre et retourne une fonction. Ici, nous avons une fonction simple, alors qu'ici, la fonction est plutôt une fonction d'ordre supérieur. Donc, Haskell ne travaille qu'avec des fonctions d'ordre supérieur, d'où la nécessité de bien comprendre cette notion de fonction d'ordre supérieur. Alors, prenons un exemple pour être plus concret. On dit que l'exemple vaut mieux que la leçon. Voilà, nous avons notre fonction max. Alors, max est une fonction qui prend en entrée deux paramètres A de type A, du même type et les compare, nous dit nous donne en retour le plus grand des deux paramètres. Ces paramètres doivent être de type qui est un type ordonnable. Donc ici, lorsque je regroupe la fonction max à partir de la droite, je peux la lire comme ceci. Max est une fonction qui prend en entrée un élément ordonnable et retourne une fonction. Cette fonction-là prend en entrée un élément de type ordonnable, un élément dont le type est ordonnable et retourne un élément de type ordonnable. Donc voilà, si je veux, nous avons la fonction masquée déjà dans le prélude. Je vais donc faire apparaître le terminal. Permettez un instant, CTRL-T. J'ai mon terminal qui apparaît. Et je fais le
HTI, je tape entrée. Alors là, j'obtiens mon prélude. Dans le prélude, j'ai déjà la fonction max. Je peux taper le type de max. Quel est le type de max? Alors la fonction max, voilà cette fonction, son type. Je vais maintenant à max. Si je fais max de 3 ou bien de 5, 3, alors je vais obtenir 5. J'ai bien 5 qui est le plus grand. Mais si je fais ceci, max 3, alors sur Haskell, avec la notion de fonction d'ordre supérieur, ici max 3 va retourner plutôt une fonction. Alors, si ça retourne une fonction, quel est le type de la fonction? Je peux interroger le type de la fonction en faisant deux pointés, type 2. Alors, j'obtiens donc max3 est une fonction qui prend en entrée un élément de type A et retourne un élément de type A. Le A là doit être ordonnable et doit être un nom. Pourquoi c'est nom? Parce que 3, ne lui ayant pas donné une valeur, alors 3 par inférence est pris comme un nom. Donc ça peut être un float, ça peut être un double, ça peut être un int, un integer ou bien word. Donc voilà pourquoi nous avons également la condition nom là-bas. Donc voilà un peu la notion de fonction d'ordre. Comment on peut faire le currying. Nous avons donc fait un regroupement à partir de la droite et nous avons passé à max un seul élément. Et ça nous a retourné la fonction qui prend l'entrée A et retourne un A. Donc voilà un peu la notion de fonction d'ordre supérieur. Pardon, la notion de currying. Donc la notion de currying consiste donc à prendre une fonction et à la transformer de sorte que la fonction prenne en entrée un paramètre et retourne une fonction. Passons donc à la notion suivante qui est la notion de fonction partiellement appliquée. Alors la notion de fonction partiellement appliquée est également très importante parce que lorsque nous faisons le currying, en fait, dans notre conception de la chose, nous voulons appliquer partiellement une fonction. Je vais faire apparaître encore le terminal. J'ai là le terminal. Et je vais prendre cette fonction. Je vais prendre par exemple la fonction f qui prend l'entrée A, MB, NC, ND. Alors, lorsque je fais le regroupement à partir de la droite, j'ai d'abord celui-ci. J'ai le tout. Je vais donc prendre comme ceci. Premier regroupement, c'est ceci. Deuxième regroupement, j'ai donc ceci. Alors, lorsque j'effectue ce regroupement, du coup, je comprends que j'ai une fonction qui prend en entrée un paramètre de type A et retourne une fonction. Mais lorsque j'applique A, lorsque je donne une valeur au premier paramètre, ce que j'obtiens en retour, c'est cette fonction. C'est cette fonction. Alors, cette fonction-ci est ce qu'on appelle la fonction obtenue après avoir appliqué partiellement à la fonction f
ce paramètre. Mais il pouvait arriver que j'applique plutôt le paramètre B. C'est-à-dire, je fixe une valeur à B. Lorsque je fixe une valeur à B, je dis que j'ai appliqué partiellement le deuxième paramètre. J'ai appliqué le deuxième paramètre. Ce que j'obtiens est une fonction qui est la fonction partiellement appliquée correspondant au deuxième paramètre. Donc voilà un peu la notion de fonction partiellement appliquée. Donc ici, j'ai par exemple cette fonction. La fonction c'est plus. La fonction plus prend deux paramètres. Ici, nous avons le paramètre 3 que nous avons passé à la fonction plus. Ce que nous obtenons, c'est une fonction. Ici, plus est partiellement appliqué avec le paramètre 3. Donc, on a appliqué plus avec la valeur 3. Et cette fonction est une fonction qui attend en entrée un deuxième paramètre et le somme à 3 pour obtenir le résultat. Je prends par exemple plus ici. Je fais donc deux points type 2 plus 3 et j'obtiens ceci. Alors si je fais donc plus 3 et que j'applique 5, j'aurai donc 8. Pardon, j'ai oublié un deux points là. Ok, lorsque j'ai plus 3 appliqué à 5, j'ai bien mon 8. Donc voilà, plus 3. Nous avons donc plus 3 appliqué à 5 donne 8. Alors à la fin, qu'est-ce qui se passe? Nous avons plutôt cette opération qui est effectuée. Plus, comme ceci, 3, 5, qui donne 8. Ça veut dire que quand nous obtenons une fonction qui est une fonction dérivant de la fonction de départ, qui attend qu'on lui complète les autres paramètres. C'est pour ça qu'on dit qu'on a partiellement appliqué. Si je prends donc une fonction, qui prend n paramètres et que sur les n paramètres, j'ai appliqué p paramètres, alors la fonction que j'obtiens à la fin est une fonction qui attend n-p paramètres pour être une fonction complète. Donc voilà la notion d'application partielle à une fonction. Donc lorsque à une fonction à plusieurs paramètres, vous passez un paramètre, le paramètre peut même être une fonction. Vous passez un paramètre et que vous laissez les autres paramètres non passés, vous obtenez une autre fonction qui est appelée fonction partiellement appliquée de la fonction de départ. Donc, on parle de fonction partiellement appliquée, toujours par rapport à une fonction initiale. Donc, après donc, cette notion de fonction partiellement appliquée, nous allons passer donc à la notion de fonction anonyme. C'est quoi une fonction anonyme? Alors, dans la notion de fonction anonyme, je crois que la notion de fonction est connue. Et nous avons le mot anonyme qui veut dire qu'il n'a pas de nom. Alors, sur Haskell, on peut passer à la volée une fonction
à une autre fonction, ou bien retourner comme valeur une fonction. Les fonctions qu'on retourne sont telles qu'on peut ne pas les donner des noms. Donc, lorsque je dis qu'une fonction retourne une fonction, par exemple, la fonction qu'elle retourne, je peux ne pas lui donner un nom. En ce moment, je dis, voilà la fonction qui est retournée. Et voilà comment, ou bien son algorithme immédiatement. Haskell nous permet de faire donc des choses de ce genre. Et pour le faire, il y a une syntaxe qu'il faut respecter. La syntaxe consiste à écrire le anti-slash pour introduire la notion de fonction anonyme. Vous écrivez anti-slash. Ce qui suit anti-slash, c'est les paramètres d'entrée de la fonction. Vous écrivez les paramètres d'entrée, séparés tous par des espaces. Puis, vous mettez une flèche, qui est notre flèche de fonction, qui est comme celui du constructeur de type de fonction. Puis, à la suite de la flèche, vous écrivez le code de la fonction. Donc, voilà un exemple. Nous avons cet exemple qui est la fonction anonyme qui prend en entrée un paramètre. Je ne connais pas le type du paramètre et qui nous donne en sortie l'un de ceci. Mais nous constatons que ce qui est en sortie est un booléen. Donc, nous pouvons dire, déduire que cette fonction anonyme prend en entrée est une fonction qui retourne un booléen. Mais qu'est-ce qu'il prend en entrée? Nous voyons ici que nous avons appliqué len sur XS. Donc nous pouvons déduire que cette entrée XS est une liste. Parce que quand nous parlons de len, c'est sur les listes. Alors, si nous interrogeons le type de cette fonction-ci sur Haskell, alors Haskell va nous par inférence de type. Haskell va nous donner son type et qui sera très générique. Alors, je vais faire apparaître le terminal pour demander le type de cette fonction-là. Alors, quel est le type de la fonction is? On fait len de xs supérieur à 15. Qu'est-ce qui se passe? Il faut taper le type. Quel est le type? Deux pointés. Alors, est-ce que nous dit que le type c'est... Alors, ça, c'est une façon qui généralise les listes. Donc, ceci est une façon de généraliser les listes. Parce que les listes sont de foldable. Donc, on veut dire que, ici que cette fonction prend en entrée une liste et reçoit un booléen. Donc, ce que nous voyons là, c'est une fonction qui prend en entrée une liste et reçoit un booléen. Mais nous ne l'avons pas, nous l'avons défini à la volée en donnant son corps. Alors, pour définir cette fonction avec un nom, voici comment vous pouvez la définir. En ce moment, vous n'aurez plus ce problème de foldable. Vous-même, vous précisez que vous voulez plutôt les listes et non les foldables, globalement. Et vous avez plus le contrôle. Mais la notion de fonction anonyme sert beaucoup parce que il peut arriver que vous voulez juste utiliser une petite fonction sur une petite portion. Alors, vous l'écrivez assez rapidement et vous avancez. Donc, voilà un peu la notion de fonction anonyme.
Donc, nous abordons maintenant la grande famille des fonctions d'ordre supérieur où nous donnons des exemples. Et le gros de ce cours va porter donc sur ces exemples. Nous allons commencer par la fonction map. Alors, la fonction map est une fonction qui prend en entrée une fonction, une liste et reçoit une liste. La fonction qu'elle prend en entrée, la fonction que map prend en entrée, est une fonction qui prend un paramètre en entrée qui est de type A, qui est le type des éléments de la liste qui passe en entrée à la fonction map. Et ressort un B, un élément de type B, qui sont les éléments de type de sortie de la liste. Alors, qui est le type des éléments de la liste de sortie? Alors, on vous dit que voilà comment le corps de map est implémenté. Lorsqu'on appelle fmap avec n'importe quelle fonction et la liste vide, on obtient la liste vide. Lorsqu'on appelle fmap avec une fonction et une liste qui a au moins un élément, alors c'est f appliqué au premier élément de la liste qu'on préfixe au map de f et du reste de la liste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à la fin, nous obtenons comme en sortie une liste dont f est appelé. Nous obtenons une liste des éléments de la liste d'entrée sur lesquels nous avons appliqué la fonction f. Donc voilà quelques exemples. Nous avons ici la plus 3, map de plus 3 et la liste 1, 5, 3, 1, 6. Où nous allons juste additionner 3 à chaque élément de la liste. 3 plus 1, 4, 3 plus 5, 8, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4 et 3 plus 6, 9. De même ici, nous concatenons point d'exclamation à chaque élément de la liste et nous obtenons ceci. Ici, nous faisons le replicate 3 fois. Nous répliquons chaque élément de la liste 3 fois. Donc 3 est répliqué 3 fois, 4 est répliqué 3 fois, 5 est répliqué 3 fois, 6 est répliqué 3 fois. De même ici, alors nous avons ici fonction partiellement appliquée. Map de la fonction élevée à la puissance 2. Ici, nous obtenons une fonction partiellement appliquée. Et cette fonction partiellement appliquée prend en entrée une liste. Parce que ce qu'on attend à la suite de la fonction de la map, c'est une liste. Donc, cette fonction est une fonction qui prend en entrée une liste et ressort une liste. Alors, c'est pour cela qu'on l'applique donc à la liste des listes. Parce que cette fonction sera appliquée à chaque élément de la liste. Chaque élément étant une liste, il faut passer dans une liste de listes. Et nous obtenons donc ceci. On prend celui-là au carré, celui-là au carré. Puis on prend celui-ci au carré, puis celui-là au carré, celui-là au carré, puis celui-là au carré. Et ensuite celui-là au carré et celui-là au carré. On obtient le résultat. Ici, la fonction first prend en entrée un couple et retourne son premier élément. Et nous allons extraire les premiers éléments du couple. Donc voilà la fonction map, assez simple, hein, qui est une fonction d'ordre supérieur. La deuxième fonction d'ordre supérieur que nous allons aborder, c'est la notion de filtre sur une liste. Alors, la fonction filter prend en entrée une fonction une liste et retourne une liste. En fait, comment fonctionne le filtre?
Le filtre par rapport à la fonction d'entrée qui est un booléen, qui est un prédicat, pardon, parce que toute fonction qui prend en entrée une valeur quelconque et retourne un booléen sont des fonctions qu'on appelle généralement des prédicats. Alors, pour chaque élément de la liste, la fonction prédicat est appliquée à cet élément. Si, après avoir appliqué la fonction à l'élément, on retrouve true, alors l'élément est conservé dans la est considéré dans la liste de sortie. Dans le cas contraire, si en appliquant la fonction prédicat à un élément de la liste, on retrouve false, alors cet élément n'est pas considéré dans la liste de sortie. Alors voilà comment la fonction filter, qui est une fonction d'ordre supérieur, est implémentée. Filtre de n'importe quel prédicat avec la liste vide donne la liste vide. Filtre avec un prédicat quelconque P et une liste avec au moins un élément. Alors, si nous, nous appliquons le prédicat au premier élément de la liste et que ça nous donne true, alors nous considérons cet élément-là dans la liste de sortie et nous le préfixons au filtre du reste de la liste avec le même prédicat. Dans le cas contraire, nous continuons notre bonhomme de chemin sur la liste, sur le reste de la liste avec le même prédicat. Donc voilà, on peut donner un exemple. Quand vous prenez la fonction supérieure à 3, c'est la fonction supérieure partiellement appliquée, où nous avons appliqué plutôt 3. Alors c'est une fonction qui prend en entrée, qui attend le deuxième paramètre pour le comparer avec 3 et retourne un booléen pour dire si le nombre que vous avez passé est supérieur à 3 ou pas. Et nous l'appliquons à cette liste. Alors, nous n'allons obtenir que true que pour des nombres qui sont supérieurs à 3. Donc ici, nous filtrons la liste et nous extrayons les nombres supérieurs à 3. Nous avons 5, 6, 4. De même ici, nous voulons extraire les nombres qui sont égaux à 3. Nous n'avons que 3 ici et c'est tout. Ici, nous voulons extraire les nombres qui sont pairs parce que even prend en entrée un entier et vérifie si cet entier est pair ou non. Donc ici, nous extrayons les nombres pairs. Par contre, ici, nous voulons voir si les nombres ne sont pas nuls. Nous voulons extraire ce qui n'est pas nul. Alors, lorsque vous passez les crochets à une fois, la liste vide, alors la liste vide est considérée comme nulle. Nous allons donc extraire toutes les listes vides ou tout ce qui est nul dans cette liste. Et nous obtenons ce résultat. Ici, lm est une fonction qui prend en entrée deux paramètres et retourne un booléen. Lorsque nous faisons l'application partielle à lm, nous obtenons donc une fonction qui attend en entrée un caractère et retourne un booléen. Donc nous pouvons lui passer une liste de caractères avec la fonction filter. Filter, cette fonction-ci, qui attend en entrée un caractère et vérifie si le caractère est élément de A à Z, c'est-à-dire est une lettre, est un caractère alphabétique et minuscule. Alors ici, nous filtrons donc toutes les minuscules de cette chaîne de caractères qui nous donne ce résultat. Donc voilà pour la fonction filter. Et continuons avec la fonction flip. Alors la fonction flip, que nous qualifions généralement de fonction que je veux dire inverser les paramètres. Inversion des paramètres. Ici, flip prend en entrée une fonction A, une fonction et retourne
Je peux dire comme ça une fonction si nous faisons un regroupement. Comment la fonction de sortie est définie? Point d'interrogation. Mais nous avons ici la fonction d'entrée qui prend en entrée un paramètre de type A, un paramètre de type B et ressort une sortie de type C. Par contre, ici, nous avons un B, un A et un C. Qu'est-ce que cela signifie si nous continuons comme ceci? Cela signifie que la fonction de sortie prend en entrée plutôt comme premier paramètre un B, ou deuxième paramètre un A et ressort un C. Ça veut dire que quoi? Cette fonction de sortie a les paramètres de type inversé que cette fonction d'entrée. Donc, nous disons que flip prend en entrée une fonction f et retourne une fonction g. Alors, la fonction g de sortie s'exprime en fonction de f, qui est tout simplement le f de, lorsque si g prend en entrée x, y, la fonction de sortie, alors, ce que nous sortons, c'est f de y, x. Donc, on flip, on inverse dans les paramètres de G pour A. Pour envoyer à Y, à F, pardon. Donc voilà, si nous prenons un exemple, flip de diviser 1, 2. Lorsqu'on utilisait flip de diviser 1, 2, ça me donne une fonction, pardon, flip de diviser donne plutôt une fonction qui prend en entrée deux paramètres, qui est ces paramètres 1 et 2, qui par rapport à diviser sera divisé de 2, 1. Donc, si vous appliquez ceci, vous allez trouver 2. Si je fais dans flip de diviser 1, 2, alors c'est 2 divisé par 1, tout simplement, qui est 2. Donc voilà, au lieu de faire 1 divisé par 2, on a plutôt fait 2 divisé par 1. Donc on utilise la fonction si, mais les paramètres ici sont inversés lorsqu'on utilise le flip. Donc de même, ici, si nous faisons flip supérieur 3,5, d'abord supérieur 3,5 c'est false, donc flip supérieur 3,5 sera true. C'est plus. Si je fais donc flip supérieur 3,5, alors on fait plutôt supérieur 5,3. Ça correspond à supérieur 5,3. C'est true. Si nous prenons supérieur 5,3, comme ceci, nous obtenons le même résultat. Donc voilà ce que flip veut dire. Quand vous mettez flip devant une fonction qui prend deux paramètres, comprenez que vous voulez inverser les paramètres de cette fonction. Le premier paramètre devient le deuxième devient le premier. Donc voilà un peu la notion de flip. Nous avons la fonction fold. Alors, le fold, c'est quoi? Le fold, c'est cette notion qui nous permet de parcourir une liste en faisant des résumés ou en faisant des opérations progressivement. Je vais par exemple, je vais dire comme ça, trouver
la somme des éléments d'une liste. Alors, je vais faire 0 comme élément initial. Puis, je somme. Pourquoi je choisis 0? Parce que c'est que 0, c'est l'élément neutre de l'addition. Je dis que je commence avec 0. Je prends le premier élément, je l'additionne à 0. Puis, le deuxième élément, je l'additionne à 0, ainsi de suite, et j'obtiens à la fin la somme des éléments de la liste. Donc, là, les fonctions fold, parce que nous avons deux versions de fold, nous avons le fold left et le fold right. Alors, le fold, là, nous permet de parcourir la liste et de résumer, de faire un certain résumé par rapport au problème qui est posé. Si nous constatons que le problème est résumé, alors les fonctions fold sont les fonctions les plus indiquées. C'est une fonction qui prend en entrée une fonction. La fonction qu'elle prend en entrée est une fonction qui prend en entrée deux paramètres et retourne un paramètre. Le deuxième paramètre de la fonction fold, c'est ce qu'on appelle généralement l'accumulateur ou la valeur initiale. Le troisième paramètre de la fonction, des fonctions fold, c'est la liste sur laquelle nous parcourons. Et le fold sort en sortie un paramètre ou bien un élément de type, du même type que l'élément initial. Donc l'élément initial est du même type que l'élément de sortie. Généralement, l'élément initial est appelé accumulateur. C'est là où nous accumulons le résumé. C'est progressivement, nous mettons le résumé dans l'élément initial. Ce qu'ils ont appelé, ce qu'on appelle en anglais starting value. Donc, un exemple nous fera beaucoup de bien. Pardon, avant de passer à un exemple, nous allons aborder la notion de backtracking. C'est assez important parce que pour comprendre la notion, bien comment fonctionne le fold, parce que nous, comme je disais tout à l'heure, nous avons deux versions du fold. Nous avons le fold left et le fold right. Et le fold left fonctionne d'une certaine façon et le fold right fonctionne d'une autre façon. Mais à la fin, ils nous font les résumés sur une liste. Alors, pour le fold right, généralement, on va faire ce qu'on appelle le top-down. Donc, nous allons d'abord en profondeur, puis nous remontons en reconstruisant le résultat. Alors, la notion de backtracking, à quoi ça sert? Nous le verrons tout à l'heure, mais nous allons expliquer cette notion. Le backtracking est une technique algorithmique qui consiste à mettre en pause ou bien en attente le calcul d'une opération et d'aller chercher le résultat, les résultats des paramètres qui contribuent au calcul de cette opération en utilisant la même fonction. C'est-à-dire quoi? Je suis dans une fonction, je veux construire un résultat, je constate que le résultat que j'ai besoin de calculer a besoin d'un paramètre qu'il faut calculer. Mais pour calculer le paramètre, ce paramètre, j'ai besoin de rappeler la fonction avec d'autres paramètres. Alors, je mets le calcul de ma valeur en pause, ou bien je le mets en attente. Je vais d'abord calculer la valeur de ce paramètre en réutilisant la même fonction. Donc ici, généralement, on parle de fonds. Nous avons ce qu'on appelle la récursion des fonctions récursives. Ce sont des problèmes récursifs. Donc, cette technique qui consiste à mettre en attente le calcul d'une opération et de revenir dessus.
la calculer après avoir trouvé le résultat des paramètres qui nécessitent le calcul de l'opération. Alors ici, je vais expliquer cela pour que ce soit plus clair. Je vais expliquer sur la fonction factorielle. Nous avons la fonction factorielle que tout le monde connaît. Factorielle de n égale à n fois n-1 fois n-2, ainsi de suite jusqu'à 1. Nous savons que factoriel de 0, c'est 1. Factoriel de n égale à n fois factoriel de n-1. Je vais prendre l'exemple de factoriel de 4. Si nous voulons calculer le factoriel de 4, alors comment nous nous comportons? Nous allons dire que le factoriel de 4, c'est 4 fois factoriel de 3. Mais je n'ai pas fini avec le factoriel de 4. Je suis obligé de calculer le factoriel de 3. Pour calculer le factoriel de 3, je dis que le factoriel de 3, c'est 3 fois le factoriel de 2. Je mets aussi le calcul du factoriel de 3 en attente. Je vais calculer le factoriel de 2. Je dis le factoriel de 2, c'est égal à 2 fois le factoriel de 1. Je mets le factoriel de 2 en attente et je vais encore calculer le factoriel de 1. Le factoriel de 1, c'est 1 fois le factoriel de 0. Et le factoriel de 0, je le connais. Le factoriel de 0, je connais, c'est 1. Puis, j'utilise 1 pour calculer le factoriel de 1. Le factoriel de 1 me donne 1. J'utilise le résultat pour calculer le factoriel de 2. Le factoriel de 2 étant trouvé, j'utilise le résultat pour calculer le factoriel de 3. Le factoriel de 3 étant trouvé, j'utilise le résultat pour calculer le factoriel de 4. Alors, je suis allé d'abord en profondeur, j'ai cherché, je suis allé au cas terminal. Le cas terminal, c'est le cas où on connaît déjà le factoriel du nombre, qui est le factoriel de 0. Alors ici, 0 est notre cas terminal. Notre algorithme a consisté à aller d'abord en profondeur, descendre en profondeur, ce qu'on appelle faire le top-down. Quand je suis arrivé, quand j'ai fait le top-down, je suis allé de 4, je suis allé de 3 jusqu'à 0. C'est à 0 que j'ai trouvé le résultat de l'élément le plus simple, qu'on appelle l'élément terminal. Puis j'ai utilisé dans ce résultat progressivement pour remonter. C'est ce phénomène de remontée dans le processus qu'on appelle le backtracking. Dans ce calcul de backtracking, lorsque nous remontons, nous parlons de bottom-up. Permettez un instant, j'ai oublié de mettre mon téléphone en. Alors, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous remontez pour reconstituer le résultat, on parle de backtracking. Donc, vous faites le retour progressivement, étape par étape. Donc, cette technique est assez utilisée dans le fold. Comment on l'utilise? Je vais l'expliquer encore ici tout à l'heure avec le fold right. Alors, comme je le disais tantôt, l'une des versions du fold, c'est le fold right. Alors, comment le fold right fonctionne? Le fold right est une fonction d'ordre supérieur qui prend en entrée une fonction, un deuxième élément qu'on appelle accumulateur, ou bien la valeur initiale, la liste, et nous donne en sortie une valeur de type même type que la valeur initiale. Alors,
Le fall right est assez simple dans son implémentation. Nous avons le fall right d'une fonction de l'accumulateur. Si la liste est vide, alors ça nous sort l'accumulateur. Lorsque nous prenons le fall right avec une fonction, un accumulateur et une liste qui n'est pas vide, alors nous avons la fonction appliquée au premier élément de la liste. Et le deuxième élément de la fonction, c'est le fold du reste de la liste avec la fonction et la même valeur initiale. Alors ici, comment la technique de backtracking fonctionne? Je veux calculer le fold d'une fonction, d'une valeur initiale et d'une liste. Mais je dis tout simplement que c'est ce calcul-ci. Ce calcul-ci, c'est la fonction qu'on va passer en paramètre avec le paramètre x. Mais pour calculer le deuxième paramètre de la fonction f, nous devons faire un autre fold. Alors, le calcul de f de x avec quelque chose, cette chose-là, nous mettons ce calcul-là en stand-by. Nous cherchons dans le deuxième paramètre de cette fonction. Pour chercher le paramètre de cette fonction, nous relançons la même fonction. C'est là où nous faisons ce qu'on appelle le top-down. Donc, sur notre liste, donc, nous dépilons progressivement un élément pour chercher à calculer le deuxième paramètre de la fonction f. Donc, ici, nous allons calculer cette valeur. Cette valeur, c'est quoi? Nous allons relancer ceci. Fold f avec le même z. Maintenant, la demi-liste, le reste de la liste. Nous allons décomposer le reste de la liste sous cette forme. Et nous allons encore écrire ceci comme f de x d'un x avec un fold du reste de la liste. Donc, lorsque vous faites cela progressivement, vous allez arriver à la fin avec une liste vide, qui est ce qu'on appelle le cas terminal. Lorsque vous allez arriver avec la liste vide, vous allez trouver que le deuxième paramètre c'est z, et vous allez utiliser le résultat progressivement pour remonter. Cela vous fait dans le backtracking. Alors, dans la fonction fold right, utilisez la notion de backtracking. Donc voilà, cette notion-là qui est expliquée sur un exemple. Nous avons le fold right plus 0, 1, 2, 3. Donc notre fonction en entrée c'est plus. Notre valeur initiale c'est 0. Donc le z c'est 0. Et notre liste c'est 1, 2, 3. Alors comment ça fonctionne? Nous faisons donc fold plus 0, 1, 2, 3, c'est égal à plus. À plus, on lui passe le premier paramètre. On a dit au premier paramètre, c'est le premier élément de la liste. Puis on fait fold de la même fonction, plus. Même élément initial 0. Et maintenant, le reste de la liste, voilà le reste de la liste. Maintenant, il nous faut calculer ce fold de plus 0, 2, 3 que nous avons reporté ici, qui nous donne plus 2. Avec fold de plus 0 et la liste 3. Nous calculons également ceci, qui nous donne ceci. Mais celui-ci, nous l'avons fait, c'est le cas terminal. Nous savons donc que ceci nous donne cet élément, qui est 0. C'est ça ici. Alors nous venons ici, nous remplaçons 0. Nous avons donc 3 plus 0, plus 3 et 0, qui nous donne 3. Nous remontons ici, nous changeons ici par 3. Nous avons ici là plus 2 et 3 qui nous donne 5. Puis nous remontons ici, nous remplaçons ceci par 5. Nous avons 1 plus 1, 5 qui nous donne 6. Alors nous avons bien fait le backtracking. Alors cette écriture-là peut s'écrire, tout ceci pouvait s'écrire tout simplement comme ça, plus 1, plus 2, plus 3, fold de 0, nous savons que ceci c'est 0.
Et nous avons ce résultat-là. Alors, voilà un peu comment le for right s'écrit. Et vous voyez, si vous regardez cette écriture, nous avons fait le regroupement par la droite. Vous voyez que c'est right associative. Observez bien, nous avons le right associative là-bas. Et si nous décomposons ce plus, écrit plus 1 et tout ça, c'est 1 plus tout ça. Écrit 2 plus tout ceci, c'est 2 plus tout ça. Donc, cette écriture-ci s'écrit encore comme ceci. Et vous voyez que ce n'est que l'opération plus où on a fait l'associativité à droite. Donc, nous parlons ici là de for right parce que nous faisons l'associativité à droite quand nous utilisons le for right. Alors, son frère, son cousin direct qui est le for left, le for à gauche, est défini à peu près de la même façon que le for right. Nous prenons en entrée une fonction f, un accumulateur et notre liste et nous retournons un paramètre de type, du même type que l'accumulateur. Toujours comme dans le cas précédent, si c'est la liste vide, alors nous retournons l'accumulateur. On s'en fout de f. Si la liste n'est pas vide, alors voici comment le fold left se définit comme le fold de f. Alors, l'accumulateur que nous avons, nous changeons l'accumulateur parce que voici la position de l'accumulateur. Nous changeons l'accumulateur, on a un nouvel accumulateur qui est la fonction appliquée à l'ancien accumulateur et le premier élément de la liste. Donc ici, c'est le premier élément de la liste. Nous dépilons la liste. Et pour calculer ceci, il nous faut encore calculer, il nous faut faire f de tout ceci et suivi du premier élément du reste de la liste, donc du deuxième élément. Ainsi de suite. Alors ici, avec le for, nous faisons le calcul progressivement. Parce que la fonction f est la fonction de computation, hein, qui nous dit comment nous combinons les éléments de la liste avec l'accumulateur. Alors, au fur et à mesure que nous avançons dans la liste, nous faisons bien la computation parce qu'ici, nous faisons le calcul complet. Par contre, sur for right, nous ne pouvions pas faire le calcul parce que dans le calcul, nous avions encore le fold. On avait f, la computation, x, mais ce qu'on obtenait ici, on ne pouvait pas encore faire le calcul. On était obligé d'aller plus en profondeur en diminuant la liste progressivement. Par contre, ici, le calcul est fait complètement. Ici, le calcul est fait. F est bien calculé. Et nous rappelons cette fonction-là avec la fonction f et plutôt l'accumulateur qui a changé. Donc ici, nous parcourons la liste en mettant les résultats plutôt au niveau de l'accumulateur. Lorsque nous arrivons à la fin de la liste, il n'y a plus de backtracking. À ce niveau, lorsque la liste est vide, nous sortons comme résultat cette partie qui est le deuxième paramètre. Quand la liste est vide, c'est le deuxième paramètre qui est le résultat. Donc à la fin, lorsque nous allons atteindre une liste vide, alors notre résultat sera ce paramètre-ci. Le paramètre qui est en deuxième position de fold. Donc voilà, on peut faire un exemple. Fold de 1, 2 plus 0, 3, 5, 2, 1. Donc on peut, le fold décompose comme ceci. Hein. Une fois que la liste est vue comme ceci, voilà les étapes suivies. Alors nous avons ici notre valeur initiale, c'est 0.
Nous prenons le premier élément de la liste que nous l'additionnons à 0, puis nous la dépilons. Nous passons donc au suivant. Nous avons 3. Lorsque nous additionnons, nous avons 3. À l'étape suivante, nous avons 3, qui est la valeur initiale. Nous prenons le premier élément de la liste, qui est 5. Nous additionnons, nous obtenons 8. 8 devient la nouvelle valeur initiale. Et la liste se réduit progressivement. Nous obtenons la liste de 1. Nous prenons 2, nous additionnons à 8. Nous avons la nouvelle valeur initiale. Et nous passons à l'étape suivante. Nous obtenons 10. La liste se réduit. Nous n'avons qu'un élément de la liste. Nous prenons l'élément de la liste. Nous additionnons. Et nous obtenons la liste vide à la fin. Et lorsque nous additionnons, nous obtenons 11. La liste étant vide, nous retournons notre dernier accumulateur lorsque la liste est vide. Donc voilà le fall right. Le fall left, pardon. Alors le scan. Nous avons deux versions de scan. Nous avons vu que les fonctions fold vont parcourir progressivement la liste en faisant un résumé des éléments de la liste. À chaque étape, les fonctions scan gardent dans une liste les résultats à chaque étape. Si je prends le fall right, commençons par le fall left. Si je prends le fall left, chaque fois que je calcule, je fais le F de l'accumulateur avec le premier élément de la liste. Le résultat est enregistré par le scan left, parce qu'il y a deux versions du scan. Le scan left, lui, accumule ce résultat. Ainsi de suite, lorsque j'arrive à la fin, le dernier résultat est également accumulé dans une liste. Et à la fin, le scan me donne une liste. Et je peux voir dans les différentes étapes de la fonction fold left. Par contre, pour le fold right, le scan, qui est le scan right, qui est celui correspondant au fold right, lui, c'est lorsque la fonction fold right commence à faire son backtracking qu'il commence donc à enregistrer. Donc, si nous prenons par exemple avant de passer à l'exemple, je vais déjà présenter la définition de fonctions scan R et scan L. Mais je l'ai écrit à côté des fonctions fold right et fold left pour que vous voyez la différence. Il n'y a pas grande différence. C'est des fonctions d'ordre supérieur qui prennent les mêmes paramètres que la fonction fold, que leur correspondant. Nous avons aussi la scan right. Scan right est écrit à côté de la fonction fold right. Les mêmes paramètres, sauf les paramètres de sortie. Au lieu de sortir un paramètre simple, on sort une liste de paramètres qui représentent les résultats à chaque étape de la fonction fold right. De même pour fold left. Nous avons juste cette différence. Alors, un exemple. Nous avons ici scan right de plus 0, 1, 2, 3. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le scan right, les fonctions cumulées, si je vais dire comme ça, ou bien les valeurs cumulées, ne sont véritablement calculées. Ce que j'appelle valeur cumulée, c'est lorsqu'on parvient à appliquer f accumulateur et une variable, ou bien f, la variable et l'accumulateur. Parce que pour le scan right, c'est plutôt f, l'élément de la liste avec l'accumulateur. Donc, à quel moment on réussit à calculer? On réussit à calculer lorsqu'on est arrivé à la fin de la liste. C'est lorsqu'on est arrivé à la fin de la liste
Donc, lorsqu'on obtient une liste vide, que le vrai calcul commence. Donc, ici, nous avons le premier calcul de f que nous obtenons dans la fonction folder_write. Lorsque nous passons à folder_write, plus 0, 1, 2, 3. Le premier calcul de f qui finit, c'est 6. Le deuxième calcul, 5, 3, 0. En fait, c'est lorsqu'on arrive ici. Lorsqu'on arrive à 3, on fait le calcul. On obtient 6. Le calcul qui est obtenu, c'est 6. Puis, le calcul qu'on obtient ici, c'est 5. Ça veut dire quoi? On fait plutôt... nous avons plutôt ici, on a plutôt 1 plus 2 plus 3 plus 0. 0, c'est la valeur initiale. Nous additionnons avec 3, puis nous additionnons le tout avec 2, puis nous additionnons le tout avec 1. Voilà le premier calcul qui est fait dans le folder write. Mais ce calcul-là est utilisé, ce calcul-ci est utilisé pour venir calculer ce deuxième, qui est 5. Puis, ce calcul est utilisé pour venir calculer avec 1, qui nous donne 3, 1 plus 2. Non, c'est 3 plus 0, pardon. Celui-ci. Et puis, le dernier élément, c'est l'élément initial. Donc, voilà, nous avons ces étapes-ci. 2 plus 3 plus 0, plus 3 plus 0. Donc, voilà les différentes étapes que nous avons. Le scan left, lui, fait le calcul progressivement. Donc, nous avons d'abord l'accumulateur 0. Première étape, on connaît déjà. Deuxième étape, c'est 0 plus le premier élément 1. Le deuxième étape, c'est l'accumulateur plus le premier élément plus le deuxième élément, puis l'accumulateur plus le premier élément plus le deuxième plus le troisième. Nous obtenons le même résultat. Il faut noter que le premier élément de scan_write, pour les mêmes fonctions, hein, pour les mêmes entrées à scan_write et les mêmes entrées à scan_left, le premier élément de scan_write, c'est le dernier élément de scan_left. Donc, voilà les fonctions scan qui ne sont pas assez utilisées parce que beaucoup de cas de la vie courante ne concordent pas beaucoup avec la scan, mais nous avons des cas où on utilise la scan, par exemple les fonctions cumulées. Lorsque vous faites le cumul, oui, c'est ça, le cumul. Lorsque vous faites le cumul, par exemple, en statistique, vous aurez besoin de la scan. Donc ici, nous abordons la notion d'application de fonctions. Nous avons ici les fonctions, la fonction $. Alors la fonction $, qu'on appelle application de fonction, est une fonction d'ordre supérieur qui prend entre une fonction un paramètre et retourne un paramètre de type A et retourne un paramètre de type B. Mais regardez, si je regroupe, si je fais le regroupement par la droite A et B, j'aurai une fonction f en entrée et en sortie une fonction f. J'ai fx, f de x. Alors lorsque j'applique $ à f et x, je sors tout simplement f de x. Vous allez me demander à quoi ça sert tout ça, aussi simple, banal.
Alors, cela fait à définir ce qu'on appelle l'ordre de priorité. Et ici, on définit une opération qui a un ordre de priorité la plus faible. Donc, l'ordre de priorité de delta est un ordre de priorité faible. Donc, c'est la plus petite ordre de priorité qu'on est en train de définir. Lorsque nous mettons delta dans une écriture en ligne, alors nous voulons dire que toutes les opérations qui sont à droite de delta doivent d'abord être faites. Lorsque je prends cette écriture, square 3 plus 4 plus 9, alors lorsqu'on écrit comme ça, à l'œil nu, nous ne savons pas si nous voulons faire 3 plus 4 plus 9 avant d'appliquer la racine carrée. Ou bien nous voulons appliquer la racine carrée à 3 et le résultat est additionné à 4 et à 9. Pour lever cette ambiguïté, si je veux faire plutôt racine carrée de 3 plus 4 plus 9, je peux mettre les parenthèses ici. Mais à défaut des parenthèses, je ne mets pas les parenthèses, je mets juste $, pour dire que j'ai une fonction à gauche qui prend un seul paramètre et à droite, je fais tout le calcul de ce qui est à droite. Donc comme ceci, pardon, je vais faire apparaître le terminal et je vais calculer donc si je fais square de 3 plus 4 plus 9, oui c'est bien ça. Alors qu'est-ce que ça me donne? Sur Haskell, c'est square de, on va calculer racine carrée 3 qu'on va additionner à 4 et à 9, ça va nous donner 14, quelque chose. Par contre, je peux l'écrire comme ceci. J'aurai 4. Mais au lieu de mettre mes deux parenthèses, je pouvais mettre tout simplement $. Si je mets $, ça va me donner toujours. Ça veut dire que calcule d'abord 3 plus 4 plus 9. Notre étape entrée. Alors dans cette écriture, je suis en train de dire que je suis en train de dire que fais d'abord cette somme avant d'appliquer square. Alors lorsque je mets $ dans une écriture en ligne comme ceci, tout ce qui est à droite de $ est d'abord exécuté, puis le résultat est passé à la fonction qui est à gauche de $. C'est pour ça qu'on appelle application de fonction. Nous voulons appliquer cette fonction à tout au résultat de ce qui est à droite. Donc voilà comment fonctionne la fonction $, ou bien ce qu'on appelle function application. Alors la prochaine notion va porter sur le zip with, pardon, qui est une fonction d'ordre supérieur. Mais je vais déjà rappeler comme ça qu'il y a la fonction zip. La fonction zip n'est pas une fonction d'ordre supérieur. C'est la raison pour laquelle je ne la donne pas ici comme exemple. Alors la fonction zip prend en entrée une liste de A, puis une liste de B, et ressort une liste de couples. Un couple a une position I dans la liste de sortie est constitué d'éléments de A en première position en première position dans le cours à la position I dans la première liste, et le deuxième élément du couple est le ième élément de la liste de la deuxième liste. Mais par contre, avec le zip with, nous avons ici une fonction
c'est la fonction de computation. Pour obtenir la liste C, à la position I de la liste C, nous prenons le premier élément, nous prenons l'élément à la position I dans la liste de A, l'élément à la position I dans la liste de B, nous le passons à la fonction, nous obtenons un C, et ce C-là qui est placé à la position I dans la liste de sortie. Donc, dans la liste de sortie à une position I quelconque, l'élément qu'on place là-bas est la fonction appliquée aux éléments à la position I de la première liste et celui de la deuxième liste. Voilà comment le zipWith fonctionne. Voilà un exemple. Nous avons la fonction plus. Avec ces deux listes, nous additionnons donc 1 et 3. 2 et 2 et 3 et 1. Donc ici, ça va nous donner 4, 4, 4. Pour mieux étayer cela, je peux taper sur un exemple. Je fais donc zipWith. Je mets plus. Plus c'est une fonction qui prend bien en entrée deux paramètres. Je mets par exemple 1, 2, 3. Je ferme, pardon. Et la deuxième liste, je peux la faire aussi plus longue. Hein. Je peux faire par exemple la liste 4 ou bien 6, 2, 7, 1. Alors, avec le zipWith, celui-ci n'ayant pas une correspondance ici, le zipWith va s'arrêter aux 3 premiers nombres. Parce qu'il n'y a que des correspondants pour les 3 premiers nombres. Donc, si je tape entrée, j'aurai donc 1 plus 6, 7, 2 plus 2, 4, et enfin 3 plus 7, 10. Donc, voilà comment le zipWith fonctionne. On a ici la fonction qui prend en entrée deux paramètres. Il prend donc les paramètres dans les différentes listes, les compose et trouve le résultat qu'il met dans la liste de sortie. Donc voilà un zipWith. Ici nous avons utilisé plutôt la fonction, une fonction anonyme. Nous avons la composition de fonctions, comme en mathématiques. La composition de fonctions qui est la fonction rang, f rang g, que nous connaissons tous, c'est la même notion qui est introduite ici avec plutôt la fonction point. Alors la fonction point est définie comment? Qui est la fonction f, le rang en mathématiques. Alors, nous prenons en entrée. La fonction point prend en entrée une fonction, puis une deuxième fonction et retourne, je dirais encore une fonction. Mais on a dit prend un paramètre de type A en entrée et retourne un paramètre de type C. Très bien. Il est à noter qu'ici dans la fonction rang ou bien point, le type de la première fonction, le type d'entrée de la première fonction, c'est le type de sortie de la deuxième fonction. Ça veut dire le B qui est là doit être le même B qui est là. Et la fonction de sortie, si je considère ça comme une fonction, ça va aller de ce type vers ce type. Donc ici, je ne peux pas mettre un D. Si je mets par exemple un D quelconque que je ne suis pas en train de respecter, je ne suis pas en train de respecter la notion de composition de fonction. Ce ne sera plus la composition naturelle de fonction. Mais si nous voulons parler de la composition de fonction, alors nous devons avoir ici A et C.
obligatoirement. Alors, nous avons ici comment la fonction est implémentée. Nous avons un fixé. Nous avons f.g qui est la fonction, qui est cette fonction de sortie. Donc ici, on a considéré le regroupement de ces deux-ci. Alors, la fonction de sortie est une fonction anonyme. On ne lui a pas donné un nom. On lui dit que lorsque vous lui passez un paramètre, c'est une fonction qui, lorsque vous passez un paramètre x, voici comment la fonction est calculée. Par contre, lorsque vous passez le paramètre, permettez, par contre, lorsque vous passez plutôt le paramètre, vous utilisez cette forme-ci où vous n'avez pas regroupé, il faut passer dans un paramètre. Donc, nous allons écrire plutôt de cette façon. F, G et X. X est de type 1A, est de type A. Alors, c'est égal à F de G de X, qui est la définition. Mais cette écriture-ci n'est pas la préférable. Il faut préférer cette écriture où nous définissons plutôt la computation, c'est-à-dire l'algorithme est gardé. Nous travaillons plutôt avec l'algorithme que de travailler avec la définition de valeur. Ici, là, nous définissons la valeur. Nous disons même à la machine comment faire. Alors qu'ici, nous enregistrons directement l'algorithme. Ici, nous avons une fonction qui est retournée, alors qu'ici, nous avons une valeur qui est retournée. Il faut faire attention. Celui-ci, c'est cette fonction-ci, c'est cette fonction auquel on a appliqué x. C'est cette fonction-ci à laquelle on a appliqué x. Donc, que ce soit ceci ou celui-là, on définit tous la même chose, mais sauf que ici, nous avons retourné une fonction. Ici, nous avons retourné une valeur. Donc, voilà la notion de composition de fonctions. Alors, nous finissons avec cette notion de on-currying et currying. Nous avons déjà vu la notion de curry function. La notion de curry function nous permet donc, avec les fonctions à plusieurs variables, de les voir comme des fonctions qui prennent une seule variable et retournent d'autres fonctions. Nous faisons donc ce qu'on appelle le regroupement par la droite, le right associativity. Par contre, si nous voulons imposer qu'il y ait autant de variables comme nous le disons en mathématiques, il faut plutôt considérer que nous passons plutôt des tuples à la fonction. Le fait que vous dites que nous passons plutôt des tuples à la fonction fait que nous parlons plutôt de fonctions à plusieurs variables et qui retournent une valeur. Mais, écoutez bien, lorsque vous transformez la fonction à plusieurs variables comme une fonction qui prend plutôt des tuples, alors le tuple devient une seule variable. Tout le tuple qui est constitué de plusieurs variables devient comme une seule variable. Et nous avons en sorti la valeur. À ce niveau, c'est juste une transposée en mathématiques. Lorsque je prends cette fonction, je dis que c'est une fonction qui prend en entrée une variable A de type A, une autre variable de type A et ressort un A. Si je veux faire le curry dessus, je veux dire que c'est une fonction qui prend en entrée un élément de type A et retourne une fonction qui prend en entrée un A et retourne un A. Quand je fais le curry sur cette fonction, je dis que ma fonction est une fonction qui prend en entrée un tuple, qui sont les deux paramètres là, et retourne un paramètre de type A. Mais lorsque je transforme comme ceci, on dit que j'ai fait le on-curried. Mais
dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'en réalité, c'est maintenant ce couple qui est considéré comme l'entrée. Un seul élément. Donc, on revient encore à la base de Haskell, qui est toute fonction est une fonction qui prend en entrée un seul paramètre et retourne un paramètre. Donc, que ce soit le onCurryIt ou le curryIt, nous revenons aux fonctions qui prennent en entrée un paramètre et retournent un paramètre. L'onCurryIt dit seulement que lorsque la fonction est écrite comme ceci, on peut considérer l'écrit comme ceci. Et lorsque nous l'écrivons comme ceci, nous avons bloqué la fonction, une seule fonction, autant de paramètres, si nous pouvons dire comme ça, qui sont les éléments du tube. Alors que quand nous faisons le curryIt, nous avons plutôt plusieurs fonctions, parce que c'est les fonctions c'est ce qu'on appelle les fonctions partiellement appliquées, plusieurs fonctions et un seul paramètre. Mais lorsqu'on dit ici là, plusieurs paramètres, en fait, c'est parce qu'on n'a pas pris le tuple comme un seul paramètre. Si on considère le tuple comme un seul paramètre, on ne parlerait pas de plusieurs paramètres. Mais ce qu'on va retenir ici, c'est quoi? C'est que pour faire le onCurryIt, on transforme la fonction de cette façon en cette façon. On prend les paramètres, on transforme en tuple. Donc voilà la notion de onCurryIt. Nous avons un exemple. Nous avons cette fonction qui est curryIt. Et voilà comment c'est implémenté. Si nous voulons faire l'onCurry de ceci, nous prenons donc plutôt une fonction qui prend en entrée un tuple, un int et un bool. Et nous sortons un integer. Comment les deux sont implémentés de la même façon? Tout simplement. Mais ici, on va considérer qu'on a passé deux paramètres. Mais en bonne lecture, c'est un seul paramètre. Donc, nous rejoignons toujours cette propriété de Haskell qui dit que toute fonction est une fonction qui prend entre un paramètre et ressort un paramètre. Donc, ceci est pris comme un paramètre. C'est un couple qui est passé. Et en sortie, on a cette valeur, une seule sortie. Donc, voilà la notion de curryIt. Et c'est juste pour dire que chaque fois, vous pouvez transformer comme ceci. Et quelque chose qui est comme ça. Et si vous avez quelque chose qui est comme ça, vous pouvez retourner. C'est ce qu'on appelle le curryIt. Et faire ceci, c'est onCurryIt. Donc voilà la notion de curry et onCurry présentée. Et ici, nous terminons le chapitre. Nous vous remercions d'avoir participé et d'avoir suivi, d'avoir prêté attention à ce que nous avons dit. Certainement, il y a des notions que nous n'avons pas utilisé les termes appropriés pour les dire. Nous nous excusons et nous comptons améliorer pour les prochaines fois. Merci à tous.